Bonjour, cette semaine à chacun ses jeux, Marc Fournier vient nous présenter des classiques, des jeux de dés. Puis je vais voir Chloé 5 mars pour des jeux pour enfants. Mysterium, une nouveauté présentée par Patrice Turcotte. Puis je commence ça avec les trains et Simon Trottier. Bonne émission. Salut tout le monde, je m'appelle Simon Trottier, je suis humoriste de profession et je vous dirais qu'il n'y a pas jamais assez de joueurs, assez de jeux pour satisfaire ma soif de jouer. Je suis un joueur de tout acabit. Emmenez-en des jeux, je vais être partant. Chronique nouveau classique. Hey, salut Simon. Salut Sébastien. Comment ça va? Ça va très bien, content d'être là. Super. Hey, là, je vois un jeu. Moi, c'est un dada pour moi. Tu me présentes quoi cette semaine? Je présente Les Aventuriers du Rail, version classique. Hein. Je crois bien que cette mouture-là, c'est la première. La première édition, celle des États-Unis. Donc, Les Aventuriers du Rail, Sébastien, c'est un jeu, je pense, qui est une excellente introduction, en fait, aux jeux de société plus modernes, à ceux qui débroussaillent leurs vieux jeux et qui ont joué une dernière partie de Risk ou de Monopoly. Peut-être que Les Aventuriers du Rail, c'est une bonne porte d'entrée vers le jeu de société moderne. C'est un jeu où on doit, en fait, s'occuper de relier l'Amérique par voie ferrée. Donc, Les Aventuriers du Rail. Hein, on voit que les auteurs n'étaient pas complètement dans le champ. C'est un jeu de pose de wagons. De wagons, exactement. On a des wagons associés à notre couleur. Et je tiens quand même à préciser qu'il y a beaucoup de joueurs novices qui vont jouer aux Aventuriers du Rail qui vont penser, là, moi, j'ai les wagons rouges. Fait qu'il faut que je mette les wagons sur les rouges. Sur les rouges. Hein? Et c'est la chose à éviter aux Aventuriers du Rail. En fait, les rails n'appartiennent à personne à la base. On va devoir aller chercher des petites cartes comme celle-ci qui représentent des couleurs de wagons. Donc, si on veut aller se réserver un chemin blanc, on va devoir aller cumuler le nombre de cartes qui correspondent au nombre de carreaux dans le chemin. Donc ici, voyez-vous, on a 5 carreaux dans le chemin blanc. On va devoir cumuler 5 cartes blanches pour pouvoir prendre possession du rail. Puis après ça, on en prend possession. Exactement. Voyez-vous, il pose du jaune sur du blanc, c'est très possible aux Aventuriers du Rail. Il y a les cases grises, en fait, qui vont être neutres et qu'on va pouvoir utiliser, on va pouvoir prendre à l'aide de cartes de n'importe quelle couleur. Par contre, il faut avoir la même couleur. On ne peut pas décider de prendre 2 cases grises en prenant une carte jaune et une carte rose. Il faut y aller dans la même couleur tout le long. Et la façon de jouer est assez simple là, aux Aventuriers du Rail. On n'a pas énormément d'options à notre tour. Soit on va sélectionner 2 cartes, hein, et il faut savoir qu'on les sélectionne, on peut repiger exactement avant de sélectionner la deuxième, ce qui peut être assez important s'il y a seulement une carte qui fait notre affaire dans le draft qui est là. On peut en prendre une. On vire l'autre. Voir ce qui s'en vient. Ah, et finalement, j'avais besoin de noir, je la prends. Donc, on n'est pas obligé d'en prendre 2 directement avant de repiger. Et on a aussi l'option d'aller tirer directement au hasard. Si rien nous plaît, on peut prendre la chance d'avoir ce qu'on veut, mais on peut prendre la chance aussi d'avoir des cartes dont on n'avait pas besoin pour notre tour. Et il y a la petite option ici. C'est bien qu'il y en a une de sortie, une carte multicolore qui est un frime. Donc ça, on peut remplacer n'importe quelle couleur par ça. Et lorsqu'on prend la carte multicolore qui est là sur le jeu, eh bien, ça nous empêche de sélectionner 2 cartes. On va en prendre seulement une. C'est comme dire, je vais chercher une frime qui est plus forte, mais ça nous empêche d'en prendre une deuxième, sauf si on vient la prendre, la frime, par hasard. Si on l'a sélectionné face cachée, personne n'est au courant qu'on l'a. On peut très bien en prendre une deuxième. D'où l'avantage de tirer dans la pioche. Dans la pioche, aller chercher de la chance. Ça peut être d'avoir une carte qui est inutile, mais ça peut aussi nous sortir un as dans notre manche. Et je te vois brasser les autres petites cartes qu'on n'a pas encore vues. Et parce que là, les gens se disent, OK, on relie les chemins. Est-ce qu'on fait seulement ça sans aucun but? Mais non! Aux Aventuriers du Rail, on a un but. Hein? Donc, il faut savoir que les chemins, à la base, vont rapporter des points. Donc, c'est quand même possible de prendre un chemin qui n'est pas dans notre but et quand même récolter des points. Là, on a les points associés à chaque chemin qui vont payer différemment. Donc,
Plus le chemin est long, plus tu fais de points. Le chemin est long, plus il va rapporter de points. Exactement. Mais par contre, au début de la partie, on sélectionne, corrige-moi si je me trompe, 2 objectifs. On en pige 3, il faut en prendre au moins 2. Il faut en prendre au moins 2 des 3, exactement. Et le but, c'est de relier des villes. Donc, exemple, on a un objectif qui nous dirait... Attends, tu as ces 3-là, et moi j'ai ces 3-là ici. Par exemple, moi j'aurais New York-Atlanta pour 6 points, Calgary-Salt Lake City pour 7 points, et Winnipeg-Little Rock pour 11 points. Donc, au début de la partie, on regarde, OK, la destination, est-ce que c'est possible? Est-ce que nos chemins sont complémentaires ou vont l'un un peu des distances complètement différentes? Donc, des fois, ça va permettre de sélectionner ce qu'on veut. Il faut savoir qu'à la toute fin, c'est des points qui sont à gagner, mais il ne faut pas être trop audacieux parce que c'est des chemins qui sont des points qui sont à perdre aussi. Si on les réussit pas. Si on ne réussit pas à relier nos 2 destinations de manière directe ou indirecte, il faut savoir qu'il n'y a pas de chemin officiel pour s'y rendre si quelqu'un vole notre chemin, puisque, voyez-vous, il y a des endroits où les chemins sont doubles, donc il y a 2 possibilités pour 2 joueurs d'y aller. Quoi qu'à 2 joueurs... On peut pas prendre les chemins doubles, ni à 3 joueurs. N'existe pas, exactement, pour créer un peu de compétition. Donc c'est un peu le nerf de la guerre des aventuriers du rail, d'avoir une mission en tête. On ne sait pas la mission de nos co-joueurs à ce jeu-là. Moi, je ne saurais pas ce que Sébastien tente de relier. C'est sûr que les choses se pointent après un certain nombre de Oh oui, tours. puis plus tu joues, plus tu connais les missions. Plus ça devient facile. Exactement. Donc, on vient qu'à avoir nos patterns là-dedans. Mais sinon, c'est pour les premiers joueurs, c'est d'aller relier un peu à l'aveuglette sans savoir ce que nos partenaires vont jouer. Et justement, des fois, on se fait voler le chemin. On ramassait, exemple, du orange pour relier le chemin ici. Et là, Sébastien, finalement, sort une carte, joue son tour, prend le chemin orange. Donc, moi, ça me force à faire un détour de mon chemin initial pour m'y rendre. Et on parlait des tours, justement. Donc, à ton tour, quand c'est à toi de jouer, vous aventuriers du rail, tu vas soit choisir d'aller prendre des cartes, soit choisir d'aller prendre possession d'un chemin. Tu ne feras jamais les 2 dans un tour, c'est-à-dire prendre des cartes et directement aller réserver ton chemin. Et il y a une 3e option. Prendre des missions. Exactement, puisque les chemins, ça se peut que tu réalises tes missions avant la fin de la partie, puisque la partie se joue jusqu'à ce qu'un joueur n'ait plus que 2 wagons dans son lot. Donc, à la minute qu'un joueur tombe à 2 wagons dans son lot... Ça marque le dernier tour de jeu. Dernier tour de table et on complète. Donc, la partie ne se joue pas infiniment. Et ça peut très bien arriver qu'à mi-partie, même au quart de la partie, tes missions soient réalisées déjà. Donc, à ce moment-là, tu as le choix d'aller en prendre... T'en tires encore 3 ou c'est 2 en cours de partie? Ah, c'est 3 toujours. Puis, encore une fois, tu peux refaire le même processus, en prendre 3 et en garder jusqu'à 2. Donc, mais il faut savoir que si ça ne se réalise pas, si vous êtes trop gourmand à cette étape-là, les points sont à perdre si vous ne reliez pas les choses. Donc, il y en a qui décident aussi en fin de partie de ne pas nécessairement reprendre une mission et juste d'aller chercher des chemins payants. Des gros chemins payants, de mettre des bâtons dans les roues des autres joueurs. Ça dépend si vous êtes un joueur enfoiré ou pas. Dépendamment des jeux, mais on connaît toutes sortes de profils de joueurs. Oui, Simon, je t'arrête avec ça. C'est un jeu, un classique, nouveau classique. Merci beaucoup. Puis on se voit une prochaine fois. Merci, Sébastien. Bye-bye. Salut, je m'appelle Patrice Turcotte. Je travaille pour la Galerie du Jouet. Je suis acheteur et conseiller. Et je suis un fan des jeux de société. Chronique une nouveauté. Bonjour Patrice. Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, super. Mysterium, un jeu de société que je n'ai jamais joué, mais qui a attiré mon regard. C'est un jeu qui est vraiment excellent. C'est un principe un peu comme le clou, où on doit faire deviner des choses pour réussir. C'est un jeu coopératif. Le but du jeu, en fait, c'est de, ensemble, avant 7 tours, réussir à découvrir c'est qui le tueur, dans quel lieu, avec quel objet il l'a fait. OK. Mais c'est coopératif. Fait qu'il y a un joueur qui va être derrière son père avant, qui va jouer le fantôme. Lui, il va avoir les informations qu'il doit faire deviner à chaque joueur. Fait que chaque joueur a un personnage à deviner, un lieu à deviner et une arme à deviner. Et il va envoyer des cartes indices. Comme ça, avec des images qui sont assez... c'est pas des thèmes précis, c'est vraiment abstrait. Et il va envoyer des cartes à chaque joueur. Comme par exemple, si j'avais le cuisinier à te faire deviner, et je suis chanceux sur une des cartes que j'ai dans mes mains, j'ai une carte avec de la nourriture, comme là par exemple, j'en ai une avec un fromage. Je vais t'envoyer cette carte-là, secrètement. Tu vas prendre compte de la carte. Et moi, mon but, c'est d'essayer de te faire le lien que je t'envoie une carte avec un fromage, c'est le cuisinier que je vais essayer de te faire deviner. Parce que le fantôme n'a pas le droit de parler. OK. Fait que si les joueurs ont des questions, le fantôme va répondre en donnant des coups. Un coup pour oui, 2 coups pour non.
Puis ça rajoute un petit peu à l'ambiance. Donc, il y a un joueur qui mène vraiment, qui mène un peu plus l'histoire que les autres. Fait qu'il y a un joueur qui est le fantôme, les autres, c'est des enquêteurs. Fait que leur but, c'est de réussir à trouver ça à l'intérieur de cette tour. Parce que sinon, fait qu'on gagne ensemble ou on perd ensemble. OK. Les lieux pareils, les armes pareilles. Ensuite, les petits personnages, ça, c'est... En fait, c'est les pions de chaque joueur. Si je réussis à te faire deviner le personnage, tu vas prendre ton pion, tu vas l'emmener sur l'autre step ici. Fait que maintenant, tu es rendu au lieu. Okay. Ça peut être aussi niaiseux que le lieu. J'ai une carte dans mes mains qui a beaucoup de bleu. Bien, je vais te l'envoyer peut-être à faire penser que c'est cette carte-là que je vais te faire deviner. Et un coup qu'il y a un joueur qui a deviné ces 3 articles, va aider les autres joueurs à deviner leurs choses. Il y a un petit plus aussi à travers ça, c'est ce petit plateau ici, c'est qu'on va pouvoir miser si on pense que, comme par exemple, moi je dis, je pense que c'est le cuisinier que tu vas me faire penser, tu vas me faire deviner, tu pourrais dire, OK, ben je pense que oui, c'est celui-là que le fantôme voulait te faire deviner. Si tu réussis, ben, on va monter sur la ligne de médium, et de plus en plus qu'on avance, c'est des cartes de plus que le fantôme va pouvoir nous montrer à la fin pour être capable de résoudre l'énigme finale. OK. Et le sablier, ça, quelle utilité là dans cette histoire? Pour le temps des tours. Le temps, OK. À chaque tour, on va tasser d'1 heure jusqu'à ce que, rendu à la 7e heure, il est trop tard, on a tout le monde perdu. Ou on a réussi à découvrir le personnage. Parfait. C'est un jeu, personnellement, que moi, j'ai adoré le matériel et c'est beau, les images sont oui, super belles. C'était ça que je constatais tout à l'heure, les lieux. Justement, est-ce qu'il y a plusieurs lieux à découvrir, mais c'est toujours ces cartes-là? Non, il y a plusieurs lieux. En fait, ça, c'est les cartes du fantôme. Fait qu'il y a... Quand même plusieurs... Il y a quand même plusieurs cartes, là. Il y a quasiment une quinzaine de lieux faciles, là. Puis pareil pour les personnages, puis même chose pour les objets. Fait qu'il y a plusieurs possibilités différentes pour le jeu. Puis en même temps, c'est que même si le fantôme doit faire avec ce qu'il y a dans ses mains, fait qu'il y a juste cette carte, fait que s'il n'y a rien qui fit, bien, on envoie une carte et on essaye quand même, on fait du mieux qu'on peut. D'accord. Et si jamais il y a une erreur dans la combinaison qu'on a prise, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si on ne réussit pas, par exemple? Si par exemple, je dis que l'objet a arrêté la seringue, mais en fin de compte, c'était le tabouret. Bien, tout simplement, tu vas rester sur le step et le tour d'après, le fantôme va essayer de t'envoyer d'autres cartes pour te faire deviner le personnage. Fait que tant que tu n'as pas découvert le personnage, tu ne peux pas aller plus loin. Puis ainsi de suite, fait que tu vas rester sur le même step pour essayer de deviner le personnage. Super, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Marc Fournier, fondateur des éditions Gladius. Nous, on conçoit, on crée, on dessine, on fabrique, on assemble des jeux de société. Chronique classique. Bonjour Marc. Bonjour Sébastien. Ça va bien? Ça va super bien, merci. Hey, là, je vois des jeux, là, regarde, moi, ça me rappelle mon enfance, là, Yum, là. Ça, j'ai joué à ça avec ma grand-mère et ma mère, là. Effectivement, on parle, Sébastien, d'un des plus vieux classiques québécois. Hein, le Yum, ça a 60 ans d'existence. Un monsieur Grancel de la région de Montréal qui a légué le tout à son fils et maintenant, c'est le petit-fils de l'inventeur de ce jeu-là. Donc, définitivement, le plus vieux jeu de société québécois connu, le Yum.
Puis à l'origine, je te dirais que il y a le fameux jeu Yadzi de Hasbro qui est un compétiteur. Puis c'est un peu nébuleux à savoir qui a sorti le premier jeu. Est-ce que c'est Hasbro? Est-ce que c'est le Yum? Est-ce que c'est le Yadzi? Moi, la version qu'on a eue au fil des ans, c'était le Yum qui était le premier. Puis M. Grancel avait rencontré à l'époque les gens de Parker Brothers, puis il est arrivé un peu un embrouille. Puis on s'est ramassé avec 2 jeux de dés, le même jeu, sauf qu'il y en a un, le Yadzi, qui est américain, l'autre qui est québécois. Puis si on va aller plus loin que ça, on a les Français aussi, que le Yam, c'est le même jeu encore une fois, mais qui porte le nom de Yam, et qui est arrivé plusieurs années après le fameux Yum québécois. OK. Puis là, je vois Yum Extra, c'est... J'imagine que ça vient pas mal de la même place, mais là... Bien, on sait au cours des dernières années, là, je vous dirais depuis 4-5 ans à peu près, les jeux de dés ont gagné beaucoup en popularité. Le Yum et le Yadzi ont été pendant des années beaucoup les seuls jeux de dés. Il y en a eu quelques autres au fil des ans, mais au cours des dernières années, il y en a poussé, si je peux dire l'expression, un peu partout de toutes sortes, là, les petits futés, des très futés, des jeux de dés plus stratégiques. Donc, on a répliqué avec le Yum Extra l'an dernier, qui est un Yum, mais beaucoup plus stratégique que le jeu conventionnel. Probablement, ta grand-maman va préférer toujours le Yum, si elle a toujours joué au Yum depuis 10, 20, 30 ans. Mais pour un peu les plus jeunes ou ceux qui aiment les jeux un peu plus de stratégie, le Yum Extra va vraiment combler. Vous allez pouvoir voler des points à d'autres joueurs, recommencer des séquences. Il y a des dés de couleur. Donc, on parle d'un jeu plus stratégique qui va chercher, honnêtement, une clientèle un peu plus jeune aussi que le fameux Yum. OK. Puis là, je vois là, 30, là, puis je vois des dés noirs ici sur la table. On est-tu encore dans la même lignée? Ou... Oui et non. Tu OK. sais que souvent, un jeu très simple, il y a quelques années, on a sorti le jeu de la boulette, tu sais, qui est un jeu que les gens jouent eux-mêmes à la maison, sauf que là, on a mis des règles, on a mis des suggestions, tout ça. Et ça, c'est un jeu que j'ai découvert qui n'existait pas l'an dernier en allant en camping, bien, voilà 2 ans, honnêtement. Avec mon frère puis sa gang d'amis sur un camping. On a passé une fin de semaine à jouer au 30. Eux appelaient ça le 30, c'est pour ça qu'on a appelé ça le jeu du 30. Donc, j'ai adoré ce concept-là. On l'a mis encore là un peu plus stratégique. On a créé vraiment les règles officielles du jeu du 30. Le carnet de pointage. C'est vraiment un dé de dés. Si vous aimez aussi un peu les petites gageurs, vous avez le droit de mettre une mise au départ. Oh, OK. Chaque joueur débute la partie avec 30 points. Puis on doit lancer les 6 dés. Et à chaque lancer de dés, tu dois retenir au moins un dé, toujours les plus hauts, parce que le but, c'est de faire 30 minimum et plus. Si possible, tu rendre jusqu'à 36 si tu es réellement chanceux. Donc, à chaque fois que le joueur lance les 6 dés, comme si, par exemple, je retiendrais le 5, parce que les autres sont passés hauts, je l'aurais eu un 6, je l'aurais gardé. Donc, à chaque lancer, on doit retirer un jeu. Et si le joueur arrive à 30, ça, c'est le neutre qu'on appelle, il ne perd pas de points, mais il ne peut pas attaquer. S'il dépasse de 30, exemple 32, il va pouvoir relancer tous les dés et attaquer son voisin de gauche avec des 2. À chaque fois qu'il va lancer les dés, s'il y a un 2, il les met de côté, puis il accumule les points. Donc, par exemple, si j'ai 6, après t'avoir attaqué avec des 2, bien là, toi, tu vas diminuer de 6 ton pointage. Lorsque tu arrives à 0, terminé pour toi. Bon, bref, un jeu, un petit peu de stratégie parce qu'on peut attaquer 3 fois le joueur de son choix. Donc, tout dépendant de ce qu'on est rendu dans la partie, on va s'en prendre à d'autres joueurs autour de la table. Là, ça crée, je te dirais, des fois un peu de frustration, mais tout bon jeu crée de la frustration. Bref, oui, c'est un jeu de dés, mais qui est différent du Yum complètement, mais très amusant. Oui, puis là, je voyais 10 000 ici. C'est un autre jeu de dés, c'est? C'est un autre jeu de dés, pardon, qui est un peu un classique. Hein? Moi aussi, quand j'étais, je te dirais, vers l'âge de 10-12 ans, on jouait à ça à la maison. On lançait tous les 5 dés. Le 1 vaut 100, le 5 vaut 50. C'est le premier joueur qui arrive à 10 000 qui va remporter la partie. Puis là, tu lances les dés, mais si tu lances les dés, tu n'as pas de 1 ni de 5, tu perds tout. Donc, des fois, il faut savoir se contrôler pour accumuler des points. Puis encore là, bien, on a vraiment sondé toutes les régions du Québec et ici, Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec les galeries du jouet, ils ont beaucoup participé. Parce que d'une région à l'autre, un peu partout au Québec, c'est pas tout le monde qui joue avec les mêmes règlements. Là, il y a des vols, on peut voler les points de l'autre, on peut passer. Donc, il y a des choses spéciales aussi. On a fait le règlement le plus complet avec une belle petite touche du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est bon, ça. Puis là, bien, évidemment, là, le junior, j'imagine que dans les jeux de dés, c'est un Yum, mais les jeux plus
comment dire, introductif, là? Bien, on parle 5 ans et plus. Hein. Souvent, on dit souvent qu'un serpent échelle, c'est un des premiers jeux de société, un jeu de loto pour les tout-petits. Mais lorsque l'enfant va jouer au serpent échelle, au jeu de loto, un des premiers jeux un petit peu plus complexe, on peut dire, le Yum Safari. Excellent jeu, parce que là, on a remplacé les pointages par des animaux, effectivement. Fait que c'est le premier joueur qui va remplir sa carte en lançant les dés. Un vieux classique aussi, entre guillemets, mais revampé, la boîte plus petite aussi, et au fil des ans, qui a été revampée. Là, ben moi, j'ai des soirées... Moi, le Jokromi, j'ai joué à ça souvent dans des soirées, là, avec peut-être même une coupe de vin ou 2, peut-être 3. Puis, c'est ça, des fois, certaines cartes sont devenues collantes là, avec les chips, mais ça marche toujours. Jokromi, un autre très beau, classique québécois. On parlait du Yum tantôt. Le Jokromi, c'est un minimum 30 ans d'existence. 2 enseignants de la région de Québec, Denise et Robert, qui ont inventé ce jeu-là il y a plus de 30 ans. Ils n'auraient jamais pensé que le jeu aurait tant gagné en popularité. Quand on parle de jeu de cartes, puis Dieu sait qu'au Québec, on aime jouer aux cartes, le Jokromi comme jeu de cartes, c'est le plus vieux classique jeu commercialisé québécois, là, on s'entend. Donc, autant que le Yum est pour les jeux de dés notre plus vieux classique, que le Jokromi en tant que jeu de cartes, c'est un des grands classiques. Vous aimez les jeux style Uno, Skidball, pour ne pas les nommer, vous allez adorer le Jokromi si vous ne connaissez pas ce jeu-là. Excellent jeu, parce qu'on doit faire des séries, des séquences, tout ça. Le Jokromi. Bien, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. À la prochaine. Salut. Bonjour, je m'appelle Chloé Cinq-Marche, je suis enseignante au primaire et maman de 2 petits garçons. Je suis une passionnée de jeux de société, particulièrement ceux pour les enfants, parce que je crois que ça permet de développer une multitude d'habiletés et de compétences chez nos tout-petits. Donc, je vais venir vous présenter toutes sortes de jeux adaptés pour vos enfants. Chronique pour les enfants. Bonjour Chloé. Salut Sébastien, ça va bien? Hey, ça va très bien, toi? Oui, merci. Un jeu de cartes cette semaine, c'est quoi tu nous présentes? Oui, un jeu de cartes pour les 4 ans et plus, c'est le jeu Gigotte qui est fait au Québec, imprimé au Québec également. C'est un jeu qui permet de bouger. Donc, contrairement aux jeux habituels qu'on voit avec des plateaux qu'il faut avancer des pions, c'est nous, le pion, en fait. Donc, on va venir éparpiller des cartes sur le sol. On va créer le chemin qu'on veut. On peut faire un serpent, on peut faire une boucle, on peut faire un carré, on peut en mettre dans le couloir au complet, le salon. Donc, on va vraiment mettre les cartes comme on veut pour faire un petit chemin. On peut aussi jouer sur la table et faire comme j'ai fait, par exemple, juste un petit chemin comme ça ici. Donc, chacun tour, l'enfant va brasser le dé. Il va avancer son pion. Et il va lire la carte sur laquelle il est tombé. Donc ici, on a le défi cardio. Donc par exemple, il va falloir que l'enfant fasse 15 sauts de grenouille. Une fois que l'enfant l'a réalisé, c'est au tour de l'autre enfant qui va brasser le dé, avancer sur une case et faire le défi aussi. Donc le but, c'est le premier qui va arriver à la ligne d'arrivée, donc à la dernière carte. Fait que la consigne est au verso. La consigne est au verso. Donc, on ne sait pas sur quoi qu'on va tomber. On avance tranquillement, on se promène. L'enfant, c'est plaisant, ça lui permet de bouger. Il y a différentes catégories. Donc, il y a les défis cardio qui permettent de bouger, comme faire la grenouille, sauter, danser. Les défis d'équilibre qui permettent de rester en équilibre. Par exemple, faire l'avion le plus longtemps possible, donc un pied à terre et les 2 bras écartés. On a aussi toujours un modèle. Donc, le petit écureuil Gigotte va venir faire le modèle de la façon qu'il faut que l'enfant se place. On a les cartes duel, donc un enfant contre un autre enfant. Par exemple, choisis un adversaire pour jouer à pied croisé. Et là, le jeu est expliqué. L'enfant, il faut qu'il gagne, va venir prendre la place de lui qui est le plus proche de la ligne d'arrivée. On a les trouve et rapporte. Donc, trouve et rapporte un objet qui est carré. Donc, l'enfant va courir dans la maison, aller chercher un objet carré. J'aime ça, là. Va chercher le petit chien. Oui, comme un petit chien, oui, effectivement. Va chercher! On a le défi mime. Donc, par exemple, mime un chevalier qui combat à l'épée. Et les autres enfants doivent deviner qu'est-ce qu'ils miment. Les défis course, les défis musclés, les défis rigolos. Ah, là, j'en veux un. Je veux voir ça. C'est Un quoi? défi rigolo? Oui. OK, ben tu vas en piger un, tu vas en faire un? OK, bon. Fais le tour de la pièce en imitant un des autres joueurs. Les autres doivent deviner qui tu imites. Ah, on n'est peut-être pas obligé de le faire, celui-là. Non, hein? On n'est peut-être pas obligé de le faire, celui-là.
Je l'ai peut-être fait à moitié. J'ai juste pas fait le tour de la pièce. Et puis, les cartes surprises, donc changer de place avec un autre joueur, aller reculer, avancer de tant de cases. Donc, c'est vraiment un jeu qu'on peut bouger partout dans la maison. Ce jeu-là, il ne se trouve pas dans les boutiques régulières. C'est via Facebook qu'il faut liker la page Gigotte. Et c'est comme ça, là, en fait, on magasine dans sa boutique en ligne parce qu'il n'est pas disponible, en fait, autrement pour s'il y a des personnes qui voudraient se le procurer. Et Gigotte, c'est un petit personnage qu'on utilise dans les écoles souvent. En maternelle, il vient raconter des histoires farfelues, des histoires, par exemple, ça va être un chevalier, on rentre dans un donjon et là, il fait des mises en situation que les enfants doivent imiter. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui connaissent notre ami Gigotte à Roberval, du moins. C'est l'écureuil, là? Ben... Gigotte, oui, c'est le petit écureuil. Il y a des coloriages en ligne avec le personnage gratuit. Il y a toutes sortes d'autres matériels Gigotte qui existent. Celui-là, c'est l'édition familiale. Je sais qu'il y a l'édition des animaux, l'édition des escaliers, l'édition des fêtes. Il y a toutes sortes d'éditions qui existent. C'est moins de 15 $ là, le jeu. Donc, c'est vraiment un petit jeu qui n'est pas trop cher, qui permet de jouer, de bouger, de courir, de faire... c'est aussi inventé par une kinésiologue. Donc, c'est toutes des choses qui sont adaptées pour l'âge des enfants. Puis ça, quand tu installes ça, là, ce jeu-là, là, dans le fond, tu te prépares un trajet, tu choisis certaines des cartes, tu les places comme tu veux. Comme là toutes les cartes cardio étaient là, mais tu aurais pu une cardio, tu y vas comme tu le veux. Puis, tu sais, des fois, il y a des enfants, par exemple, imiter, peut-être qu'ils aimeraient moins ça, peut-être qu'il y en a plus qui sont un peu plus susceptibles, qui ont plus de la misère avec ça. Donc, on peut tasser la carte imiter. Tu sais, on peut sélectionner nos cartes en fonction des enfants. En fonction de ta clientèle. Oui, vraiment, en fonction des enfants qui vont jouer. Là, faire le clown, un enfant qui est plus gêné, peut-être que lui, faire un clown, faire une poule, peut-être que ça va moins lui tenter. Donc, on revient qu'on connaît nos enfants, là, fait qu'on prend des cartes qu'on sait qu'ils vont être à l'aise de faire. Puis aussi, il y en a d'autres que ça va être ces cartes-là qui vont être leurs préférées. Oui, vraiment. Il y en a qui aiment ça donner leur show déjà à cet âge-là. Là. Oui, il y en a que c'est bien plaisant pour eux. Hey, mais c'est intéressant, moi j'aime ça. Oui. J'aime ça. Mais par contre, les choses d'équilibre, là. Non. Pas trop, non. En tout cas, je ne ferai pas les exemples. Mais je sais que j'ai géré mon filleul, là, puis lui, il aime ça avec moi, puis sa mère, là, puis c'est winner, là, il aime ça de voir courir. Puis même quand c'est pas eux qui font l'action, ben il trouve ça drôle de voir maman qui fait l'avion, qui voit son père qui imite un singe, donc il trouve ça toujours... Oui, c'est toujours bien gagnant, amusant. ça. Oui, c'est toujours des jeux qui permettent de bouger, dépenser de l'énergie, là, c'est gagnant. Hey, parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. À la prochaine. Salut, à la prochaine.